Présentation de vœux de nouvel an à Koulouba, le président de la République a reçu le corps diplomatique accrédité au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta en a profité pour solliciter une coopération renforcée entre le Mali et ses partenaires. La chronique santé parle des écoulements de l'oreille appelé otoré. C'est un écoulement de liquide séreux, mucoïde ou purulent provenant du conduit auditif externe. Comment faut-il s'en prendre? Les réponses dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Présentation de vœux du corps diplomatique accrédité au Mali au président de la République ce matin. Au cours de la cérémonie, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé que le Mali reste un et indivisible. Il a par ailleurs demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Le chef de l'État de solliciter encore une fois une coopération internationale renforcée pour accompagner notre pays encore en convalescence. Amadou Sankari. C'est un véritable ballet diplomatique auquel on a assisté ce lundi à Koulouba. Et pour cause, la présentation des vœux du nouvel an de la grande famille du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Les ambassadeurs ont saisi cette occasion pour saluer le retour du Mali à l'ordre constitutionnel couronné par l'élection des députés. Face à la position ferme et courageuse adoptée par la CEDEAO, le président de l'Assemblée législative a assumé la présidence de la République par intérim, avec comme mandat essentiel d'organiser les élections le plus tôt possible. Le Mali a réussi à tenir le 28 juillet 2013 le premier tour des élections présidentielles et le 11 août le deuxième tour. Des urnes, son Excellence est sorti nettement vainqueur. Le 24 novembre et le 15 décembre, encore une fois, nous avons été témoins de la nouvelle fête démocratique. Maintenant, avec les élections législatives. Pour le président de la République, le Mali revient de loin. Et pour avancer, il a besoin de tous ses amis. Chacun de nos pays a fait le maximum pour que le Mali soit de nouveau sur la scène internationale, de manière digne, responsable, honorable et respectable. Avant d'entrer dans mes fonctions, j'ai vu le souci que chacun d'entre vous avait de vous informer sur la réalité malienne, de nous aider à avancer. Et depuis 4 mois maintenant que je suis là, en la charge qui est désormais la mienne, au moins pour 5 ans, je mesure l'amitié vive, réelle, constante, que chacune et chacun d'entre vous nous fait. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption, en passant par la refondation de l'armée malienne, sont autant de sujets abordés par le président de la République. Nous nous sommes attachés dès l'abord à cette question de réconciliation nationale. Nous avons créé pour ce faire un ministère en charge. La réconciliation nationale et le développement des régions du Nord. Le Nord n'est pas qu'une seule région, les régions du Nord. Et nous allons le faire, Inch'Allah. C'est le Mali qui est concerné. Faire en sorte que ces régions aient les équipements nécessaires et des moyens de communication qui leur permettent le commerce économique et le commerce humain avec le reste du Mali. Telle est notre vocation et notre mission et nous la conduirons. Au reste, il n'y a jamais eu dans ce pays la moindre volonté de marginaliser quelque communauté que ce soit. Des milliards ont été engagés dans le développement des régions du Nord. Mais de tout cela, nous ferons, n'en doutez point, l'audit précis. Nous ferons l'audit de toutes ces gestions-là. N'ayez aucun doute là-dessus. Mais il en sera désormais autrement. Inch'Allah. La justice passera, et de la plus belle des manières. Et nul ne sera au-dessus de ce qu'elle décidera. Quel que soit le mis en cause. Au plan politique, nous souhaitons un pays apaisé, un pays dédié à sa seule mission, au service des Maliens,
de présence au monde, aux côtés des autres peuples du monde, pour une coopération internationale renforcée au bénéfice de nos seules nations, de nos seuls pays, de nos seuls peuples. Le grand défi également reste la réforme des forces armées. Tout le monde le sait, c'est le plus un grand secret. Le Mali, à l'orée de la catastrophe, n'avait plus d'armée. Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de sa défense territoriale? Comment comprendre qu'un pays digne de ce nom n'ait pas souci de préserver ses frontières en un temps où les menaces sont lourdes et venant de partout? Comment le comprendre et comment l'admettre? Ceux-là qui ont été responsables de cette gestion, comme dans tout pays civilisé et organisé, devront rendre des comptes au peuple malien. C'est clair et net. Demain, qu'à Dieu ne plaise, si c'était le cas de notre gestion, nous en aurions compte. Évoquant la situation de Kidal, Ibeka a martelé que le Mali restera un et indivisible. D'ailleurs, il a demandé à la MINUSMA de s'impliquer pour le désarmement et le cantonnement des groupes armés. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un en armes sur mon territoire. Cette prétention doit absolument être écartée. Il faut que les groupes armés comprennent. Et c'est l'une des missions de la MINUSMA, de nous y accompagner, très clair, de déposer les armes, faire le cantonnement et la suite telle que convenue et telle que convenable. Telle que convenue, telle que convenable. Le reste, la gestion interne du pays, je vous l'ai dit, nous allons nous tenir sur la crête d'une gouvernance, si possible, irréprochable. D'abord, par respect pour vos pays, par respect pour notre peuple, qui a enfin besoin que ses enfants appelés à la tâche se comportent de manière honorable et digne, avec un souci autre que leur portefeuille. Les échanges se sont poursuivis autour d'un cocktail offert par le président de la République à ses hôtes. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie de présentation de vœux après ce journal. Le personnel de la présidence de la République a présenté lui aussi ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Le personnel a saisi l'opportunité pour réitérer au président Ibeka son engagement à l'accompagner afin de relever les multiples défis du moment. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République les a invités à plus de rigueur. Ibrahima Traoré. Le personnel de la présidence de la République s'engage à aider le chef de l'État dans sa lourde mission. Un chantier immense qui concerne tous les domaines de la vie de la nation, dixit le secrétaire général de la présidence. Toumani Djimé Diallo se félicite d'ores et déjà de certaines actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. On note entre autres l'organisation des États généraux de la décentralisation, la tenue des assises nationales sur le Nord, la lutte contre la corruption ou encore le plaidoyer relatif à la cause Mali sur la scène internationale. De l'analyse de contenu de vos discours et déclarations, il ressort invariablement que vous prenez la pleine mesure de vos responsabilités, qui sont celles d'un homme d'État qui préside aux destinées d'un pays qui a compté, mais qui a trébuché et qui se... Vous avez des ambitions réalistes. En même temps, vous prenez la rigueur envers vous-même et envers chaque Malienne et chaque Malien, tout comme vous donnez des gages rassurants quant à la distribution d'une justice rigoureuse et égale pour tous. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, pour nous tous, c'est le moment de faire le bilan et aussi d'espérer un avenir meilleur. Les réussites, les échecs, les regrets, les interrogations et les certitudes qui jalonnent notre parcours nous invitent à la méditation et nous inclinent à réagir sereinement face à l'avenir et à faire des choix judicieux. Le président de la République indique que le travail ne fait que commencer. Le devoir de l'excellence, selon lui, s'impose à chacun pour mener à bon port le bateau Mali. Chers collaborateurs, je voudrais encore une fois vous rassurer. Je ne voudrais que personne se dise il va me faire un sort,
suis pas venu pour ça. Je jugerai chacun à la tâche. Je ne suis que de passage, locataire de cette bâtisse de la nation malienne, de ce palais de la nation, en mission nationale pour faire en sorte qu'aucun Malien ne se sente orphelin dans son pays au motif qu'il n'ait pas de telle ou telle engeance. Point de cela. Je l'ai dit, je ne dois être ici à aucun parti politique malien en particulier. Et à aucune force d'argent de ce pays. Aucune. Je dois être ici à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ensemble des Maliens. Toutes tendances confondues, toutes races confondues. Ceux qui me donnent une mission singulière, peut-être pour la première fois dans l'histoire de ce pays, conscient de cela et des responsabilités que cela crée en moi, je ne serai pas l'homme d'un clan, d'un parti, d'une famille politique, non, sûrement pas. Il y aura une majorité présidentielle, c'est le choix des Maliens. Mais ceux qui n'en seront pas ne seront pas moins des Maliens. Et leurs droits seront préservés, totalement préservés. Je cherche l'intelligence des cœurs. Je cherche la communion nationale autour d'un projet porteur pour le pays, qui nous fasse avancer. Je ne connais aucune nation dans l'histoire mondiale qui ait pu faire un bon parcours historique sans un cap et sans un mythe fédérateur quelque part. Le mien, c'est quoi? C'est de ressusciter quelque part cette gloire du Mali, la grandeur du Mali. Sa présence ainsi au monde, pas une présence mégotée, pas une présence mendiée, pas celle de ceux qui rasent les murs, pas celle de ceux qui tendent la sébille, mais les nations qui sont debout dans la tempête, qui avancent avec fierté, avec gloire vers leur destin. Voilà ce que je souhaite à ce pays. Et vous, vous avez mission, vous avez charge de m'aider à conduire le bateau Mali vers ce port-là. Et vous le ferez. Vous le ferez, ou alors là, vous ne serez pas dans le bateau. C'est clair et net. C'est clair et net. Ce sera la seule condition de votre présence à mes côtés. Les attentes des Maliens sont donc nombreuses et les défis à relever restent multiples. Et le chef de l'État de saisir cette opportunité pour demander à ses collaborateurs de préparer dès maintenant la prochaine rencontre Afrique-France qui se tiendra à Bamako en 2016. Alors que nous y attendions sûrement pas, étant dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, sorti à peine d'une crise rare pour un pays, qu'un pays aura rarement connu, multiforme. Alors que nous nous cherchons encore, voilà que nous nous gratifie, honneur redoutable, privilège lourd de l'organisation en 2016 de la prochaine rencontre Afrique-France. Quand le Premier ministre a voulu m'en féliciter, il dit, Monsieur le Premier ministre, vous vous rendez compte de ce qui nous arrive là? Ce n'est pas l'heure de félicitations. Monsieur le Premier ministre, 2016 est déjà là. Monsieur le Président, on a le temps. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, ne répétez jamais ça. On n'a pas le temps. Le compte à rebours commence au moment où il a été dit rendez-vous au Mali, à Bamako, en 2016. Tout cela pour vous dire que l'équipe que vous êtes n'a pas droit au repos une seconde. Une seconde. Au cours de la cérémonie, hommage a été rendu à Birama Diallo et à Ousmane Tienta de la présidence qui font valoir leur droit à la retraite. Le président de la République a également demandé d'observer 1 minute de silence à la mémoire de tous les patriotes qui nous ont quittés. Le chef de l'État a enfin tenu à partager un moment de communion avec tous ses collaborateurs depuis les hauteurs de Koulouba.
Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République d'ailleurs, communiqué ainsi libellé. Il revient comme une rengaine depuis quelque temps que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, n'est pas en phase avec la légalité pour n'avoir pas fait la déclaration de ses biens devant la Cour suprême. Ces affirmations sont véhiculées et entretenues par ceux qui ont peur ou intérêt à la désinformation et qui cherchent en conséquence à jeter de l'opprobre et l'anathème sur la lutte implacable contre la corruption et l'impunité engagée depuis le début du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Contrairement à ces affirmations sans aucun fondement et sans aucun recoupement préalable, la Cour suprême, conformément à la Constitution malienne, a bel et bien reçu sous le numéro 059 PCS du 9 septembre 2013, la déclaration écrite des biens du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de la Cour suprême, M. Nuhum Tapili, a délivré à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, récépissé de sa déclaration sous le numéro 01 PCS du 9 septembre 2013. La lutte contre la corruption, qui répond aux attentes et aspirations de notre peuple, est et se poursuivra jusqu'au bout, implacablement et imperturbablement dans le cadre de la loi. Le Premier ministre Marta Tamli, qui a lui aussi reçu aujourd'hui les vœux du personnel de la primature, du gouvernement et de l'administration publique, au-delà des traditionnels souhaits de bonnes et heureuses années, les intervenants ont mis l'accent sur les réalisations de l'année 2013 et les perspectives pour l'année 2014. Le reportage, c'est dans nos prochaines éditions. Aide de la Banque islamique de développement au volet hydraulique et transport de notre pays. Elle est estimée à plus de 18 milliards de nos francs. Les accords signés ce matin au ministère de l'économie et des finances portent sur 2 projets majeurs relatifs au secteur de l'eau et du transport. Batraoré, compte rendu. Par cette signature d'accord, la Banque islamique de développement s'engage à financer 2 projets essentiels pour le développement du Mali. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah sous 2 accords pour un montant total de 25,85 millions d'euros, soit environ 17 milliards de francs CFA. Et ensuite, le projet d'étude de faisabilité d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé du tronçon Abbé-Bara-Timéouaoune, frontière algérienne de la route transsaharienne pour un montant d'environ 1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de ce partenariat. Elle estime que les secteurs visés par cette opération sont d'une grande importance pour le développement du pays. Le volet hydraulique urbain, je pense que c'est un volet clé dans un pays comme le Mali où l'urbanisme atteint des proportions vraiment extraordinaires et pour ce qui, comme résultat, appelle effectivement que l'adduction d'eau potable soit à hauteur de souhait. Donc le projet d'assistance technique, justement pour l'étude de faisabilité de la route Kidal-frontière algérienne, vient à point nommé. Nous pensons que ce projet va nous donner l'occasion d'explorer davantage les potentialités minières et autres ressources dans cette zone de notre pays. Rappelons que de 2007 à 2013, la Banque islamique de développement a investi environ 215 milliards de francs CFA pour le développement du Mali. 267 Maliens rapatriés de la République centrafricaine ont été accueillis il y a quelques instants par les autorités maliennes. C'est compte tenu de la situation d'insécurité qui existe en Centrafrique que ces Maliens ont choisi de regagner leur pays. Ils ont été accueillis par le ministre des Maliens de l'extérieur qui a été d'ailleurs interrogé par notre reporter sur place, Adama Koulibaly. Je dois exprimer au nom du gouvernement du Mali, au nom du président de la République, tous nos remerciements pour avoir instruit et diligenté ce rapatriement-là. Ça a été un travail assez laborieux, comme vous avez dû le constater. Le fait de pouvoir rassembler l'ensemble des Maliens sur place, de leur faire les documents consulaires nécessaires
et en fait de les embarquer pour arriver aujourd'hui. Des Maliens assez nombreux, plus de 500 personnes qui arrivent aujourd'hui sur Bamako. Je pense que sains et saufs est un moment de fierté pour nous vraiment, même si le contexte n'est pas très agréable. Demain, il y aurait un second vol. Il est probable qu'on envisage d'autres vols parce qu'il y a quelques 3000 Maliens. Mais ceux qui ont exprimé immédiatement la volonté de vouloir rentrer sont au nombre de 500 et quelques. Aujourd'hui, on vient de recevoir 267. Demain, il y aura autant, et puis ainsi de suite. Vous venez de constater les femmes et les enfants. Beaucoup d'entre eux sont nés effectivement là-bas. De parents maliens qui ont résidé depuis beaucoup d'années et qui, aujourd'hui, force des choses, les oblige à rentrer au pays, quoi. Nous avons un service de protection civile qui a des hébergements pour ce faire, qui les nourrit. Et dès demain matin, tout sera mis en œuvre effectivement pour les évacuer dans les différentes destinations, dans leurs villages, dans leurs villes respectives. Bienvenue à vous, Oberkaï, et que Dieu protège ceux restés sur place. 2 semaines pour renforcer les capacités de 23 chercheurs en herbe de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les pathogènes protozoaires. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le Centre international d'excellence en collaboration avec l'Université des sciences et techniques de Bamako. Reportage Abdrahman Mega. Ils sont 23 jeunes chercheurs venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à prendre part à cette formation sur les pathologies protozoaires. Ces étudiants vont pendant 15 jours apprendre à mieux connaître les maladies dont souffrent les femmes enceintes en Afrique. La formation, selon les initiateurs, répond à 2 préoccupations majeures, à savoir doter les chercheurs de moyens pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes, d'une part, et d'autre part, permettre aux stagiaires de créer entre eux des liens solides pour lutter efficacement contre les maladies des hôtes enceintes. Le thème de l'atelier cette année, l'hôte enceinte, est d'une importance particulière. En effet, ce n'est pas moi qui dois instruire aux personnes dans cette salle que les femmes enceintes sont particulièrement sensibles aux maladies causées par ces pathogènes. D'où revient l'importance de cet atelier. Cet atelier est le second du genre organisé par le Centre international d'excellence en recherche en collaboration avec l'Université des sciences, techniques et technologies de Bamako. À travers cette formation, l'ambassade des États-Unis d'Amérique accentue sa coopération avec le Mali dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Les chercheurs sont confrontés, le recteur vous l'a dit, en permanence au progrès scientifique et à l'évolution de leur métier. C'est pourquoi cette formation continue dans le domaine de l'infectiologie leur permettra de mieux s'adapter à leur environnement de recherche. Au terme de cette rencontre de Bamako, les participants seront suffisamment outillés pour faire face au traitement de certaines pathologies, comme par exemple le paludisme, le VIH, la tuberculose et d'autres maladies tropicales. Première journée parlementaire de la CODEM, parti de la Convergence pour le développement du Mali. Le parti a mis à profit la journée d'hier pour renforcer les capacités de ses députés élus à Bandiagara, Kouro, Bankas, commune 1 et commune 2. Le compte rendu de Daouda Sidiki Diarra. Après leur brillante élection aux législatives passées, l'heure est donc venue pour les 6 députés du parti de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, d'être mieux outillés sur leurs prochaines responsabilités parlementaires. Je félicite ces honorables députés pour leur brillante élection, portant ainsi très haut notre parti, confirmant ainsi le score engrangé lors de la présidentielle et démontrant la vitalité et la progression jour après jour de la CODEM sur l'échiquier politique malien. Ces nouveaux députés vont s'imprégner du contenu du règlement intérieur de la législature 2007-2012, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du rôle des députés et leur rapport avec le gouvernement. Aussi, ils vont jeter un regard rétrospectif sur les orientations et la vision politique de leurs partis, cela dans un contexte actuel de notre pays. Les dirigeants du parti de la Kenouille se conformeront aux valeurs de leur formation politique et au choix de leurs militants. Au second tour de l'élection présidentielle, la CODEM a soutenu le candidat Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et les péripéties des législatives ne changeront rien dans nos engagements antérieurs. Selon les présidents de la CODEM,
Sur les 55 circonscriptions que compte notre pays, la CODEM a fait des listes dans 41 circonscriptions. 5 candidats sont sortis victorieux à Padjangara, Bankas, Koro en commune 1 et 2. Le 6e qui est élu sur la liste d'un autre parti les a rejoints. Les acteurs du secteur agricole sont en réunion à Ségou. C'est une rencontre qui vise à faire le point de la campagne agricole 2013 et étudier les perspectives en vue de faire du Mali une puissance agricole à l'horizon 2018. Les travaux regroupent les autorités et acteurs des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso et du district de Bamako. Kandesila depuis Ségou. Faire de l'agriculture le levier du développement économique du Mali et de notre pays une puissance agricole à l'horizon 2018 sont entre autres indicateurs de la revue sectorielle conjointe du secteur agricole. La rencontre de Ségou qui regroupe les autorités et structures étatiques des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako, ainsi que les acteurs de la profession agricole et autres partenaires s'inscrit dans ce cadre. Cette vision s'est fixée comme but d'assurer un rôle de catalyseur pour apporter les changements institutionnels, technologiques et d'orientation stratégique nécessaires au développement d'une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de l'environnement en vue de garantir la sécurité alimentaire du pays, d'améliorer les revenus des producteurs et faire du Mali une puissance agricole exportatrice à l'horizon 2018. Au Mali, le secteur agricole emploie près de 80% des actifs du pays et contribue pour 23% de la balance commerciale. Certes, des efforts ont été réalisés dans la promotion et la modernisation de l'agriculture, a reconnu le ministre Dambélé, mais de nombreux défis restent à relever. Aussi, les participants mettront ces 2 journées à profit pour identifier les contraintes majeures et des propositions pour imprimer plus de dynamisme au secteur. Il s'agit de lever les principales contraintes qui pèsent sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, afin d'amplifier le rôle majeur que le secteur doit jouer dans le développement socio-économique du pays à travers sa contribution aux objectifs de croissance économique et de création d'emplois productifs pour les jeunes et les femmes. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de Ségou, Thierno Bouakar Cissé, a salué l'initiative tout en souhaitant que Ségou apportera des contributions de qualité qui permettront de surmonter les obstacles qui entravent les performances du secteur agricole. Obstacles liés, entre autres, à l'accès à la terre et au financement, ainsi qu'au transfert des technologies et de compétences. 5e session ordinaire du comité scientifique et technique du Laboratoire national des eaux. Les sujets à l'ordre du jour sont entre autres l'examen et l'adoption du compte-rendu de la 4e session, l'examen de l'état d'exécution des recommandations et l'examen des protocoles de recherche programmés pour 2014. Rachel Tessougi, compte-rendu. Les sujets qui seront abordés au cours de cette session permettront au Laboratoire national des eaux d'intensifier les activités de recherche pour améliorer la qualité de l'eau. Cela servira à limiter les risques sanitaires liés à la pollution des ressources en eau par certains comportements négatifs. Les thèmes de recherche à attribuer au groupe de chercheurs dans le cadre du programme de recherche de cette année sont au nombre de 3. Il s'agit de l'impact des activités industrielles sur la qualité de l'eau du fleuve Niger à Bamako, l'impact des activités artisanales sur la qualité de l'eau du fleuve Niger à Bamako, et enfin l'impact des activités minières sur la qualité des eaux souterraines et de surface de Morila. Le suivi continu de l'évolution des ressources en eau en fonction des entrées et des sorties naturelles ou provoquées constitue une préoccupation majeure pour l'État. La pollution des eaux et ses conséquences sur les équilibres naturels constituent un problème d'actualité. En effet, les milieux aquatiques naturels, fleuves, rivières, lacs, reçoivent à travers les activités anthropiques des substances souvent toxiques qui y sont directement rejetées. Celles qui sont diffuses dans l'atmosphère retombent au cours des précipitations. Les polluants présents dans le sol s'y déversent par ruissellement ou par infiltration. Le Laboratoire national des eaux a pour mission de faire l'échantillonnage et l'analyse physico-chimique, toxicologique et microbiologique des eaux naturelles traitées ou usées. Il s'occupe aussi du suivi et du contrôle de leur qualité.
En 5e région, rencontre intercommunautaire pour la prévention et la gestion des conflits. La rencontre est financée par le PNUD à travers le programme Gouvernance partagée pour la sécurité et la paix en partenariat avec le Conseil de cercle de Douanza pour près de 7 millions de francs CFA. Un bureau de 15 membres présidé par le Conseil de cercle a été mis en place pour la réconciliation et la paix dans le cercle de Douanza. Mahamar Ibrahim Touré. À Douanza cohabitent en parfaite harmonie et dans plusieurs domaines de l'économie les ethnies Peul, Dogon, Sonrai, Mor et Bambara. La récente rébellion dans le pays a créé une méfiance entre elles. Pour remédier, le Conseil des cercles de Douanza a organisé une rencontre dénommée Dialogue social pour la prévention des conflits intercommunautaires. Ce financement du PNUD à travers le programme Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix pour près de 7 millions de francs CFA. À travers le retour de certains, pour les accepter à notre niveau, il faut forcément la tenue de cet atelier. L'objectif, c'est la culture de la paix, la réconciliation entre les fils du cercle et une bonne entente. Au cours de la rencontre, les acteurs locaux de Douanza aborderont les questions relatives à la prévention et à la gestion des conflits intercommunautaires. Vous échangerez sur la nature et la typologie des conflits, leurs causes, leurs conséquences, les modalités alternatives de gestion et de règlement des conflits. L'objectif final est bien entendu de privilégier le mode de gestion pacifique des conflits, éventuellement entre les communautés. Un bureau composé de 15 membres et présidé par le Conseil des cercles a été mis en place à travers les qualités et valeurs comme la capacité d'écoute et de patience, la neutralité et l'impartialité, la connaissance des coutumes et traditions du milieu. Direction Gao, où l'Institut régional des jeunes aveugles traverse une période difficile. L'établissement qui accueille les élèves non-voyants des 3 régions du Nord fonctionne au ralenti malgré l'appel au secours des responsables. Présentement, les pensionnaires jeunes et adultes non-voyants et leurs responsables arrivent difficilement à accomplir leur mission, nous signale notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traoré. Des salles de classe à mauvais état, la fermeture de la cantine, du dortoir et de l'atelier d'apprentissage sont les problèmes auxquels l'Institut régional des jeunes aveugles de Gao est confronté. Toutes choses qui empêchent le bon fonctionnement de cet établissement qui accueille 178 élèves. Présentement, l'école est devenue une école intégratrice prenant en compte les élèves voyants et non-voyants. L'école prend en compte les 3 régions, la région de Gao, Tombouctou et Kidal. Et les élèves sont internés ici durant toute l'année. Ces non-voyants, après le premier cycle, vont directement au second cycle. Et on s'occupe particulièrement d'eux au second cycle et même au lycée. Créé en octobre 1983 sur proposition de l'Union malienne des aveugles, cet établissement a fait la fierté de bon nombre de jeunes non-voyants. Vraiment, l'ouverture quand même de l'école, tout s'est passé très bien. On était vraiment dans toutes les conditions qu'il nous faut. C'est de 1986 à 1993. Mais après, l'école a eu des problèmes. La prise en compte des élèves voyants par cet établissement est un espoir pour une population qui se réconcilie avec elle-même. Aujourd'hui, l'IRJA est sur la liste des écoles qui doivent être prises prochainement en cantine scolaire. C'est ce que le CAP peut faire. Tous les acteurs du monde scolaire plaident la cause de cet institut auprès des bonnes volontés. Nous demandons un soutien vraiment fort. Parce que sans soutien, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Malgré les difficultés citées plus haut, le corps enseignant de l'Institut régional des jeunes aveugles est fier d'encadrer dans la même enceinte élèves non-voyants et voyants. Et du côté de la capitale, les universités sont dans leur ensemble confrontées également à de nombreux problèmes dans la gestion des effectifs, le manque d'infrastructures et de personnel qualifié. C'est le cas de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, où s'est rendue une de nos équipes de reportage conduite par Nando Dambélé.
Créée en 2011 comme toutes les universités de Bamako suite à la scission de l'unique université de Bamako, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako est un établissement public à caractère administratif et scientifique. Placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle nourrit de nobles ambitions. Elle a pour vocation la formation, la recherche et le conseil en droit, sciences politiques et administratives. Plus grande structure universitaire de la place avec 34 000 étudiants, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako comporte 2 grandes facultés. La faculté de droit privé, justement, alors, a 2 filières de formation. Il y a d'abord ce qu'on appelle la première filière qui est les carrières judiciaires et la seconde filière, droit des affaires. Nous avons 2 filières de formation, la filière droit public interne et la filière droit public international. Les étudiants ont accès à ces 2 filières-là à partir de la 3e année. De nos jours, la structure fait face à l'épineux problème des flux, du manque d'infrastructures d'accueil et d'encadrement. Notre université est confrontée à d'énormes problèmes qui sont liés d'abord à l'insuffisance du nombre de professeurs par rapport aux effectifs. Il y a également un rapport avec la massification des effectifs, il y a l'insuffisance de locaux, de salles de classe, d'amphithéâtre. J'envisage dans les années à venir continuer une carrière juridique. Je souhaite dans l'avenir être un grand magistrat de ce pays. Telles sont entre autres des raisons qui m'ont motivé à choisir la faculté de droit privé. Ils sont 34 000 étudiants, dont 17 592 à la faculté de droit privé à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, encadrés par 400 professeurs, dont 147 permanents. La chronique santé du jour, je vous l'annonçais dans les titres, est consacrée aux écoulements de l'oreille appelé otoré. C'est un écoulement de liquide séreux, mucoïde ou purulent provenant du conduit auditif externe et témoigne d'une affection de l'oreille le plus souvent d'origine infectieuse, comme lors d'une otite externe ou d'une otite moyenne avec perforation du tympan. Les gens ont tendance à négliger une oreille qui coule, ce qui est pourtant dangereux selon les spécialistes. Je vous propose de voir ce reportage de Tchessira Dambélé pour plus de conseils. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes vaquées à leurs occupations avec un bout de coton dans l'oreille pour contenir un écoulement. Ils ignorent en fait tout sur ce signe avec lequel ils vivent pendant des semaines, voire des mois sans se soucier. Pourtant, ce que les spécialistes appellent otoré n'est pas un signe qu'il faut négliger. Nous avons les otorés dus aux maladies de l'oreille externe, qui sont donc les otites externes. Je dis les otites externes parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut être une otite externe diffuse simple, ça peut être une otite externe maligne qu'on rencontre chez le diabétique, ça peut être un furoncle du conduit ou bien les eczémas suppurés du conduit. Toutes ces pathologies peuvent donner des otorés. Désignant tout écoulement de l'oreille, l'otoré est le signe d'une pathologie. Elle est capable de conduire à des tableaux plus graves avec des complications insoupçonnées. L'oreille se situe au niveau de la base du crâne. Donc vous comprenez aisément qu'il n'y a qu'une fine coque osseuse qui sépare l'oreille du cerveau. Alors, une fois la cause, par exemple, si je prends le cas du cholestéatome, qui est une maladie vraiment très très dangereuse et même mortelle, alors de proche en proche, on a une érosion de cette frontière qui sépare l'oreille du cerveau, donc qui est l'os. On a une érosion de proche en proche. Cela va vous entraîner une ostéite, donc du rocher, une ostéite du rocher, donc l'inflammation de cet os-là. Après cette ostéite, on va atteindre les méninges pour vous donner là une méningite. Après cette phase, ça peut être donc l'abcès du cerveau. Donc à chaque phase, le pronostic vital du patient peut être en jeu. L'écoulement du puits peut précéder une attaque du cerveau par certains germes. Dans ce cas, les germes varient et la prise en charge de cette pathologie dépendra de la cause. Elle ira de l'utilisation de médicaments à une ou plusieurs interventions chirurgicales.
Mais ce qui préoccupe le plus, ce sont les eaux tourées purulentes. Parlant des écoulements en général de l'oreille, les spécialistes parlent aussi d'autoragie pour désigner des écoulements de sang ou d'autres écoulements de liquide clair. Celles-ci sont dues surtout aux conséquences des accidents de la voie publique. La majeure partie de ces autoragies dont je viens de parler, donc l'écoulement de sang ou bien l'écoulement de liquide céphalorachidien, est due au non-port de casque, donc lors des traumatismes crâniens, à moto essentiellement. Alors, on sensibilise la population par rapport à cela. Et les conséquences de ces autoragies peuvent être la surdité totale. Cette autoragie peut à la longue s'infecter, donner la méningite, l'abcès du cerveau et donc entraîner la mort. Que ce soit une autorée ou une autoragie, les différents écoulements de l'oreille, comme toute autre maladie, ne doivent pas être pris à la légère. Une consultation et un suivi régulier du traitement s'imposent. Lui est un sens très précieux qu'il vaut mieux ne pas perdre. Et ce qui met fin à ce journal. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 10h avec Amara Malidialo. Je profite pour vous souhaiter une très belle année 2014. Merci pour votre fidélité et à demain 18h, 20h.